Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonsoir et bienvenue à la Fondation Jaurès avec un format assez spécial puisque nous sommes tous en distanciel, c'est un nouveau mot de la langue française, à distance. Ce soir, nous parlerons d'un ouvrage majeur, le journal incorrect d'un médecin légiste, de Michel Debout, qui nous a fait le plaisir quand même d'être présent avec nous, même si c'est à distance, écrit en collaboration avec Gérard Claverodi, coédité par les éditions de l'Atelier et la Fondation Jaurès. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. On ne vous présente plus, mais on va tout de même se faire plaisir et rappeler un peu votre parcours. Vous êtes psychiatre, professeur émérite de médecine légale, membre fondateur de la Fondation Jaurès. Ce livre, c'est le vôtre, votre carnet de bord de campagne d'un médecin légiste qui débute dans ce métier. C'est un métier peu commun et vous allez être confronté à plusieurs affaires criminelles, entre autres. On découvre au fil des pages que ce métier ne saurait se réduire au simple exemple des corps, examen des corps, mais c'est surtout un examen de notre propre société. C'est vraiment un livre qui touche au social, au fait social. C'est je trouve, qui porte un regard visionnaire, humaniste, progressiste et surtout incorrect, comme le titre de votre livre, sur la société française. Avec nous, nous avons de Martinique, Monsieur Roland Coutenceau. Bonjour. Bonjour, alors merci. En plus, avec le décalage horaire et les difficultés techniques, je vous remercie beaucoup d'être présent. Vous êtes psychiatre, criminologue, président de la Ligue française de la santé mentale. Vous êtes régulièrement sollicité pour déterminer l'état psychique des prévenus. Dernière affaire qui a défrayé la chronique judiciaire et médiatique, c'est celle du meurtrier de Sarah Halimi, Kobili Traoré. Et vous faites donc partie des 7 experts ayant expertisé le prévenu. Mais avant de revenir sur cette affaire, j'aimerais que l'on définisse ensemble, assez rapidement, quel est le rôle de l'expert, de l'expertise psychiatrique dans ces affaires judiciaires. Écoutez, je vais peut-être commencer et puis Roland Coutenceau poursuivra ou interviendra à sa façon. Oui, cette affaire Halimi a mis devant la scène publique la question de l'irresponsabilité pénale. C'est-à-dire que lorsque un crime est commis, des experts psychiatres sont nommés par le juge d'instruction au fin de connaître si l'auteur présumé des faits, au moment de l'acte, était responsable de ses actes. Et s'il avait son discernement, c'est-à-dire s'il était capable de discerner le bien du mal, s'il était capable de comprendre qu'il faisait mal, ou même qu'il était en train de tuer quelqu'un, auquel cas, évidemment, il sera jugé, et s'il est reconnu coupable, il sera condamné, mais s'il est déclaré irresponsable pénalement, à ce moment-là, il n'y aura pas de jugement et évidemment aucune sanction. Et c'est là, à mon avis, où le bas blesse. C'est-à-dire qu'au titre de cette irresponsabilité, il n'y a même plus de jugement. J'entends bien qu'il n'y ait pas de sanction pénale, j'entends bien que quelqu'un qui est malade mentalement, qui était délirant, qui était dans une bouffée délirante au moment de son acte, j'entends bien qu'il soit soigné et non pas puni, mais il faudrait encore qu'il soit établi qu'il est bien l'auteur des faits qu'on lui reproche. Or, le jugement, la cour d'assises, elle sert à quoi? Elle sert à deux choses, à dire que un tel est bien le coupable de ce qu'on lui reproche, et une fois qu'on a dit qu'il est bien le coupable, à ce moment-là, on prononce une peine, ce qu'on appelle un quantum de peine, c'est-à-dire une sanction pénale de réclusion criminelle qui peut aller jusqu'à 30, 40 ans ou à perpétuité avec ce qu'on appelle les peines incompressibles. Et donc, le problème, il est à ce niveau-là, de mon point de vue. Non pas que quelqu'un soit déclaré irresponsable, mais qu'il ne soit pas jugé et que ce ne soit pas un tribunal
représenté par un jury populaire, puisqu'on est jugé au nom du peuple, que ce ne soit pas un tribunal qui déclare une personne coupable, alors que c'est le cas pour tous les autres criminels qui sont jugés. Et cette affaire m'évoque, et j'en finirai rapidement, une autre histoire que j'ai racontée dans un autre livre que celui que vous avez mentionné, La France du suicide, que j'ai publié il y a près de 20 ans, où je racontais l'histoire d'un élu, un, un- un adjoint au maire d'une ville de Haute-Savoie, qui avait tué sa compagne, en tout cas une personne qui était très proche de lui, qui l'avait tué et qui ensuite s'était suicidé. Donc il y avait un meurtrier qui s'était suicidé. Et la mairie, du fait que cet homme était connu, reconnu, qu'il était un citoyen actif, engagé dans sa ville, a voulu lui rendre honneur publiquement pour tout ce qu'il avait fait précédemment dans sa vie. Sauf que on allait rendre hommage à un assassin, puisque avant de se suicider, il était un assassin. En tout cas, supposait-elle. Et comme il était suicidé, il n'y a pas eu de jugement, et même, il n'y a presque pas eu d'enquête. Quand il y a un suicide, on arrête les enquêtes. Alors, je pense que lorsqu'il y a un suicide, et qu'avant le suicide, il y ait un acte meurtrier, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une procédure de façon à établir, que c'est bien celui qui est mort qui était l'auteur des crimes dont on parle, et que ensuite on sache comment s'est passé ce crime, Alors vous allez me dire, oui, mais on va juger un absent. Mais vous savez, c'est très possible de juger d'absent. Ça s'appelle le jugement par contumace. On peut non seulement juger quelqu'un qui n'est pas là, mais on peut même le condamner à une peine. Alors évidemment, en cas de suicide, on ne le condamnerait pas à une peine, mais on le reconnaîtrait officiellement coupable des actes qui lui sont reprochés. Et j'en ai terminé, parce que n'oublions pas que sur une scène, par exemple, où on trouve deux personnes décédées, et qu'on pense que l'un a tué l'autre avant de se suicider. Mais il pourrait se passer que ce soit un tiers qui ait tué les deux et qui ait maquillé ça en suicide. Donc pourquoi, y compris dans ces cas-là, il n'y a pas de jugement? Moi, je suis pour qu'on juge toutes les situations, quelles qu'elles soient, quel que soit l'état du suspect ou de l'accusé, et une fois qu'il est jugé responsable, évidemment, la peine sera adaptée à sa situation psychique, à son état, et éventuellement, la peine sera transformée en soins psychiatriques dans un établissement approprié. Évidemment, même le jugement pourrait se faire à huis clos selon des dispositions qui, évidemment, protégeraient aussi cette personne, parce que dans certains cas, évidemment, le confronter, s'il est encore délirant, le confronter à ses propres actes, ça pourrait être difficile. Mais enfin, il y aurait des moyens d'agir, parce qu'il y a des siècles, lorsque quelqu'un était reconnu irresponsable, on l'internait et on l'internait à vie. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est reconnu irresponsable, il va faire une période de soins psychiatriques dans un établissement spécialisé, mais après, qu'est-ce qu'il devient? Après, il peut sortir de son délire, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, on n'en sait rien, d'où les difficultés aujourd'hui avec ce problème de l'irresponsabilité pénale. Voilà, je vous ai dit l'essentiel, mais je pense que Roland, maintenant, va souhaiter intervenir à son tour. Alors, une question, Monsieur Coutenceau. Pensez-vous que l'affaire Halimi, vous faisiez partie du comité d'experts, hein, marque un véritable tournant pour l'expertise judiciaire? De vous, de votre vision, de votre expérience? Oui et non. Alors, une chose, en général, pour, je dirais, aller dans la complémentarité de ce que dit Michel Debout, en général, si quelqu'un est mort, il y a extinction de l'action publique. Est-ce qu'il pourrait y avoir une forme symbolique de procès pour s'il a tué auparavant? Pourquoi pas? Alors, en ce qui concerne l'irresponsabilité pénale,
Donc ça, c'est un sujet classique. On sait que toutes les démocraties du monde ont petit à petit considéré qu'on ne pouvait pas juger quelqu'un qui était fou, enfin, entre guillemets, bien sûr, au moment des faits. Voilà. Alors, dans cette affaire, il y a plusieurs choses. Premier élément, il faut signaler que dans toutes les affaires qui se terminent par une abolition du discernement vu par les psychiatres, donc une irresponsabilité ensuite qui est décidée quand même par le juge, qui n'est pas le propre des psychiatres, eh bien, je note que fort légitimement, les parties civiles, ceux qui ont eu une personne qui a été tuée, vivent mal que finalement l'auteur, fût-il fou, soit exonéré d'un jugement de la justice des hommes. Et il faut dire que je suis expert depuis l'âge de 30 ans, maintenant je suis beaucoup plus vieux, et j'ai observé que on est allé dans le sens d'une explication donnée aux parties civiles quand quelqu'un est jugé irresponsable. D'abord, quand j'étais jeune expert, on disait qu'il n'y avait ni crime ni délit, et puis finalement, il n'y avait aucune scène sociale où on rendait compte pour la famille de celui qui était mort, quoi que ce soit. Ensuite, on nous a demandé à nos psychiatres d'être présents dans le cabinet du juge d'instruction pour expliquer au nom de quoi, au nom de quelle maladie mentale. On avait estimé que la personne n'était pas donc lucide au moment des faits, et que finalement, pour le dire clairement, c'est le délire qui avait sous-tendu le passage à l'acte. Ensuite, on a créé la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction, qui est où se passe peut-être un mini-procès. D'ailleurs, au fil de la législation, il y a cette chambre de l'instruction. Certes, ce n'est pas la cour d'assises, mais au fond, je dirais que ce qui s'y passe, c'est musclé. Les avocats des parties civiles sont là, le procureur de la République est là, l'avocat général, il y a un juge du siège, et donc il y a une scène sociale qui est la chambre de l'instruction, où se déroule une forme de mini-procès. Certes, ce n'est pas la cour d'assises. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? D'abord, un commentaire sur l'affaire en cours. Ici, dans l'affaire Kobili Traoré, les experts ont reconnu, ont souligné, par contre, quelque chose qui était rare. Bon, je vais le dire d'abord en jargon, puis je vais l'expliquer de façon très claire. La bouffée délirante exotoxique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, des gens sains, qui ne sont pas des malades mentaux, qui ont une maladie, qui n'ont pas de maladie chronique mentale, peuvent, lorsqu'ils prennent de la drogue, parfois un peu trop, faire l'équivalent d'une bouffée délirante, que font en général les seuls malades mentaux, mais une bouffée délirante exotoxique, ça veut dire qui est liée, pardon, à l'alcool ou à la drogue, et bien sûr qui se résout d'elle-même avec un traitement sain. Donc, ici, ce qui a choqué effectivement l'opinion publique, c'est que quelqu'un qui, a priori, n'est pas un malade mental, encore que j'ai des échos des médecins qui s'occupent de lui en milieu psychiatrique, certains pensent qu'il a une forme larvée de schizophrénie, d'autres pensent que c'est un sujet tout à fait normal, en tout cas qui n'a pas de maladie mentale et qui a présenté cette fameuse bouffée délirante exotoxique. Alors, disons d'abord que c'est très rare. J'ai pu rencontrer la garde des Sceaux pour échanger avec lui sur ce sujet. Lui-même, dans sa longue carrière d'avocat, avait très rarement rencontré quelqu'un pour lequel les experts psychiatres avaient diagnostiqué cette bouffée délirante exotoxique. Dit autrement, au moment des faits, il était délirant. L'acte est sous-tendu par le délire, donc au moment des faits, il est légitime de conclure à l'abolition du discernement. Et alors, évidemment, deux voies sont possibles dans l'esprit un peu de ce que propose peut-être Michel Debout. Un, considérer que c'est dans cette chambre de l'instruction, et je peux vous dire qu'il y a eu un sacré débat avec les avocats des parties civiles, avec les différents collèges de psychiatres pendant plus de 7 heures, avec le président de la chambre de l'instruction. Je ne sais pas si on aurait pu faire mieux pour éclairer la famille de la victime ou la société. Est-ce qu'une cour d'assises aurait fait mieux? Peut-être, peut-être pas. Mais finalement, regardez, pour ne pas avoir la langue de bois, est-ce qu'on aurait pu, finalement, puisqu'il y avait des avis un peu divergents, un collège avait conclu à la simple altération du discernement, est-ce qu'on aurait pu faire trancher cette question de l'état mental au moment des faits par une cour d'assises, par des citoyens avec des juges? Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on laisse les 12 jurés ensemble, et donc en France, peut-être parce qu'on est plus prudent, ou plus quelque chose, donc on met quand même 3 juges dans le cadre du jury. Mais donc, est-ce que ça serait un plus de laisser trancher les débats sur l'état mental au moment des faits par des jurés?
bon, moi, je suis ni pour ni contre. Je pense que c'est quand même assez technique. Je pense qu'il y aurait un risque quand même que, quand Lafay défrait la chronique, alors l'affaire Sarah Halimi est un merveilleux exemple. Est-ce que finalement des jurés populaires, devant l'émoi significatif, légitime de la famille de la victime, de toute la communauté juive, auraient pu je dirais, évaluer en sérénité un peu ce qui en est du trouble mental au moment des faits. Moi, en tant que psychiatre, j'aime le débat citoyen, j'aime débattre, je ne, je ne craindrai pas, évidemment, que le débat sur l'irresponsabilité se tranche à la cour d'assises, si j'ose dire, mais je crois que la situation actuelle, avec une chambre de l'instruction, vous l'avez compris, qui a pris du muscle, on pourrait filmer, d'ailleurs, le garde des Sceaux le propose, ce qui se joue dans une chambre de l'instruction, et je pense que ça serait très pédagogique. Si on avait pu filmer pour, pour tout un chacun une situation, évidemment, ce qui s'est joué, ce qui s'est débattu dans la chambre de l'instruction dans l'affaire Sarah Halimi, je pense qu'on saurait dans la pédagogie sociale, ça serait très très intéressant, et finalement les experts ne diront rien de plus dans une cour d'assises. Ceci étant, on sait que, et regardez, je termine là-dessus ma réflexion, simplement ma constatation, dans ce cas très très particulier, il faut dire quand même à l'opinion publique, c'est très rare. Dans ma carrière, sur 40 ans d'expertise, j'ai très rarement conclu à cette bouffée délirante des eaux toxiques, mais les magistrats eux-mêmes étaient partagés. Le parquet de Paris, le premier niveau du parquet, était plutôt pour laisser trancher, puisqu'il y avait divergence entre les experts, renvoyer à la cour d'assises pour trancher le débat sur la santé mentale du sujet au moment des faits par une cour d'assises. Et le parquet général, donc au niveau de la cour d'appel, a préféré flécher la chambre de l'instruction. Alors, je pense que le débat est ouvert, mais dans l'esprit du garde des Sceaux, je pense que filmer pour l'avenir, une fois que l'affaire est terminée, parfois certains procès où se jouent des choses très importantes, très sensibles sur le plan de la santé mentale d'un sujet, me semblerait pédagogique dans le sens social, et c'est ainsi que je conclus aujourd'hui ma réflexion sur ce sujet. Ne faudrait-il pas, alors c'est une question qui s'adresse à vous deux, bien sûr, Michel et Roland, naturellement, ne faudrait-il pas peut-être s'inspirer des initiatives européennes, par exemple la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne? Vous parliez de travail pédagogique, pourquoi ne créerait-on pas des institutions spécifiques pour pouvoir prendre en charge ces auteurs d'infractions, mais aussi ces auteurs de troubles mentaux, et puis pourquoi pas l'opinion publique elle-même aussi pourrait être plus informée et aurait l'impression que justice a été rendue. Alors, je me permets là de parler avant Michel pour des raisons de chronologie, puisque je dois hélas vous abandonner pour vaquer justement, aller voir des gens dans un milieu carcéral. Alors, en même temps, je rebondis sur votre interpellation pour vous dire la chose suivante. Je ne peux pas dévoiler, puisque j'en ai une certaine idée, ce qui va être la proposition du garde des Sceaux. Là, aujourd'hui, on est mi-mai, et donc, finalement, on s'est aperçu que dans le cas particulier de cette bouffée délirante exotoxique, on peut avoir deux raisonnements un peu différents. Je vais être très très simple. Un, au moment des faits, dans le cadre de la plupart des démocraties, il est légitime de penser que si le système délirant a sous-tendu le passage à l'acte, eh bien, au moment des faits, au moment de l'action, au moment du meurtre, il y a une légitimité de l'abolition de discernement. Mais regardez, on peut aussi se poser une deuxième question. Est-ce que, puisque là, le sujet n'est pas un malade mental a priori, en tout cas n'est pas un grave malade mental, au moment où il a choisi de prendre de la drogue, au moment où il a choisi, qui n'est pas le même moment du passage à l'acte, il était là, non aboli. C'est-à-dire qu'au fond, c'est consciemment, lucidement, que ce sujet qui n'est pas un malade mental a choisi, entre guillemets, de prendre de la drogue. Et donc, pour ce moment où il a choisi de prendre de la drogue, on peut l'interpeller, et là, au moment des faits, ben, il n'était pas malade mental, il n'était pas l'objet d'une bouffée délirante, c'était au moment où il avait choisi de prendre de la drogue. Et donc, pour cette responsabilité, prendre de la drogue et ensuite causer des Ouais. troubles, une violence vis-à-vis d'autrui, je termine sur l'analyse,
eh bien là, on pourrait, au moment où il a pris de la drogue, le juger pour la responsabilité des conséquences d'avoir pris de la drogue, un peu, et je donne l'image sociale pour le présenter pédagogiquement, comme quelqu'un comme vous et moi, qui prenons peut-être, moi j'en prends pas, quelqu'un qui prendrait du hashish, qui se mettrait au volant de sa voiture, qui s'endormirait ou qui devient un peu confus parce qu'il a fumé 6 ou 7 pétards, et donc qui écraserait quelqu'un sans le vouloir. Il n'y a pas d'intentionnalité, bien sûr, de meurtre, il n'y a pas d'homicide volontaire, il n'y a pas d'assassinat, a fortiori, mais en même temps, on pourrait considérer que ce sujet sain d'esprit, au moment où il a pris de la drogue, va être responsable des conséquences de ses actes, mise en danger d'autrui, et il y aurait une forme de délit, peut-être avec des peines un peu différentes, et donc, je dirais, c'est vers peut-être ce type de solution que va s'orienter le garde des Sceaux, on le saura très prochainement le 31 mai, pour considérer, et donc dans l'affaire Halimi, au moment du meurtre, le sujet était aboli sur le plan du discernement, mais il était responsable d'avoir pris de la drogue au moment où il a pris, et donc il serait aussi jugé pour les conséquences de son comportement, et il pourrait effectivement là être condamné sur le plan pénal, et donc éventuellement incarcéré pour cette mise en danger d'autrui qui sera peut-être appelée autrement au moment où il a pris la drogue. Voilà, c'est sur cette réflexion que je vous quitte aujourd'hui, et je voulais un petit peu apporter cette pierre au débat avec l'évolution peut-être donc du législatif sur cette situation très difficile, parce que souvent, je termine là-dessus, les faits divers hors normes font que les législateurs se décarcassent, passez-moi l'expression un peu familière, et parfois complètent dans l'arsenal législatif ce qui était peut-être manquant. Et évidemment, ici, dans le champ social, vous l'avez vu, il y a un gros émoi dans l'opinion publique pour se dire comment quelqu'un qui ne serait pas reconnu malade mental, si au moment des faits il avait une bouffée délirante exotoxique, comment est-il exonéré de la moindre peine? Et donc peut-être là, on peut compléter un peu l'aspect législatif pour traiter, même si c'est très rare, et je pense qu'il y aura très rarement des diagnostics de bouffées délirantes exotoxiques par les psychiatres, mais on voit comment un fait divers hors norme qui a créé un émoi dans l'opinion publique peut faire en sorte que le législateur se décarcasse et complète évidemment sur le plan législatif un peu ce qu'il avait peut-être pas envisagé, tellement c'est rare. Voilà un peu quelques éléments que je mets au débat en vous remerciant un peu d'avoir pu m'exprimer sur ces sujets difficiles, mais qui méritent un peu qu'on complète peut-être parfois un peu la législation. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous êtes contraint par le temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris justement ce temps pour pouvoir répondre à nos questions et d'apporter ce regard croisé avec Michel Debout à l'occasion de Juste, la sortie de son livre. Peut-être vous voulez juste, rajouter rapidement quelque chose, Michel? oui, juste un mot parce que bon, Roland a exprimé de façon très pertinente son point de vue, mais malgré tout, encore une fois, je reviens sur le fait que le procès sert à établir une responsabilité et c'est après qu'il y a la sanction. Mais comment établir la responsabilité sans procès? Là, on crée une espèce de situation hors du droit commun. Et pourquoi il n'y aurait pas le droit commun qui s'appliquerait au prétexte que la personne serait irresponsable? C'est pas parce qu'elle est irresponsable qu'elle doit échapper au droit commun. Je crois qu'au contraire, il faut la resituer dans le droit commun, la reconnaître comme personne à part entière, mais évidemment adapter, encore une fois, la sanction à son état psychique, bien entendu. Mais vous voyez, je crois qu'on confond les deux et ça crée justement ce malaise qui est exprimé par beaucoup de citoyens. On a parlé de la communauté juive, bien sûr la communauté juive, mais la communauté française, globalement, n'a pas compris cette situation. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut repenser tout cela. En tout cas, je souhaite qu'il y ait un grand débat qui s'ouvre et qu'il n'y ait pas simplement un ministre qui nous dise ce que l'on doit penser. Merci beaucoup, Michel, pour ces précisions. On va continuer justement de débattre à l'occasion de la sortie de votre livre, Journal incorrect d'un médecin légiste, aux éditions de l'Atelier et en coédité aussi avec la Fondation Jaurès. Monsieur Coutenceau nous a quittés. En tout cas, nous allons accueillir une seconde session et cette fois-ci, c'est avec Monsieur Patrick Ackerman. Bonjour. Bonjour Patrick Ackerman, merci de nous rejoindre.
Nous sommes donc tous à distance et nous allons commencer notre second sujet qui a aussi défrayé la chronique naturellement et qui entre en résonance avec les engagements de Michel Debout et que l'on retrouve dans ce livre, Journal incorrect d'un médecin légiste. Nous allons parler du procès euh, de France Télécom. Vous, Patrick Ackermann, vous êtes connu comme étant le lanceur d'alerte à l'origine du procès France Télécom. Vous étiez donc délégué Sud PTT et vous êtes le premier à porter plainte contre l'entreprise qui est désormais appelée Orange, dernier fleuron européen des télécommunications. Alors à partir de 1996, si tout le monde se souvient, parce que ça a marqué la conscience collective, vous personnellement, vous vivez une sorte de longue descente aux enfers à coup de privatisation de votre entreprise, de harcèlement moral, de départ forcé, près de 22 000 salariés vont être poussés à la porte et vous allez connaître aussi la spirale des suicides au sein même de cette entreprise dans laquelle vous êtes resté de nombreuses années. Et puis, on connaît bien sûr le procès et les condamnations des anciens dirigeants. Pour vous, comment s'est passée votre rencontre avec Michel Debout, qui portait déjà ces idées de harcèlement moral au sein de l'entreprise? Comment s'est faite votre rencontre, puisqu'on est là pour parler du livre de Michel? Comment ce point de rencontre s'est-il effectué entre vous deux? Écoutez, tout naturellement, nous étions en train de travailler, nous, en tant que syndicalistes, sur la question du harcèlement moral, qui avait une définition juridique essentiellement individuelle jusqu'au début des années 2000, et qui, là, manifestement, dans différentes entreprises, prenait une connotation beaucoup plus collective, où on sentait monter, c'était pas évident, je pense que le mouvement syndical a mis du temps aussi à se rendre compte de ça, mais on sentait monter dans les comportements patronaux, finalement, des pratiques managériales, à la fois pour doper un petit peu la rentabilité des salariés, mais aussi pour, par exemple, faire qu'on puisse faire baisser le nombre d'employés sans passer par des procédures de licenciement qui soient protectrices. On sentait monter une agressivité, en tout cas dans le management français. Français mais international, il faut le dire, c'est quelque chose qui nous vient sans doute des États-Unis. Et cette apparition d'un harcèlement moral, non plus individuel, mais qui est assumé par une direction d'entreprise, évidemment, nous avons eu besoin de rencontrer des spécialistes, des gens qui avaient travaillé sur la question des suicides, puisque là, à France Télécom, le détonateur est l'apparition des suicides liés au travail, pour faire un diagnostic et pour nous permettre d'avancer dans notre compréhension du problème. Ensuite, je dois remercier quand même Michel Debout, qui, bien sûr, par son rôle au comité économique et social et environnemental, a joué un rôle important sur les questions justement de faire avancer la législation sur le harcèlement moral et sur les risques psychosociaux. Et il est venu aussi témoigner au procès France Télécom, et je crois que son témoignage a été quelque chose d'important pour montrer que c'était bien une question générale, générique, sur laquelle il fallait répondre. Il fallait une évolution de la loi, et cette évolution, je pense que le procès France Télécom est une pierre, en tout cas, qui va essayer de pousser à une évolution de la loi pour une prise en compte du harcèlement moral institutionnel et à une protection plus importante des salariés par rapport à ces comportements. Michel Debout, vous souhaitez peut-être réagir, parce que dans votre livre, vous parliez justement du procès France Télécom. Oui. Et au moment où vous aviez justement sorti ce rapport et donné votre avis au ministre sur le harcèlement moral dans l'entreprise, mais là c'est encore différent parce que c'est un harcèlement moral professionnel institutionnalisé, c'est encore différent, donc très hiérarchisé aussi. Vous disiez que les avocats, au final, n'étaient même pas au courant lors du procès de votre avis. C'est ça qui était très étonnant. Enfin, de l'avis du Conseil économique et Oui, du social, Conseil, bien sûr, oui. qui n'était pas encore environnemental à cette époque, mais qui effectivement avait émis un avis dont j'étais le rapporteur
à la demande d'ailleurs du gouvernement de l'époque, qui était, le Premier ministre, c'était Lionel Jospin, vous voyez, on situe à peu près la période, donc, avec Madame Aubry comme ministre du Travail. Et puis c'est Patrick Ackerman que je salue, parce que c'est lui qui a porté ce procès, et dont on verra l'importance, pas seulement par rapport à l'entreprise concernée, mais pour l'ensemble des entreprises et pour l'ensemble du monde de travail demain. Mais c'est Patrick donc qui a porté ce procès, et il a souhaité que j'intervienne. Alors, au départ, c'était peut-être pour que j'intervienne pour la prévention des suicides en entreprise, puisque il y a depuis 30 ans, j'avais alerté sur les questions du lien entre certains risques suicidaires avec certaines situations professionnelles. Et puis, dans les années 2000, il y a l'ouvrage de Marie-France Irigoyen qui parle pour la première fois de harcèlement moral. Quand son ouvrage sort, alors que cet ouvrage parlait en fait des situations privées, des situations de couple, du harcèlement moral dans un couple, ou en tout cas dans un milieu réduit. Mais lorsque son ouvrage est sorti en 1998, 17-18, beaucoup de ceux qui ont lu cet ouvrage se sont reconnus alors qu'ils vivaient cette situation dans l'entreprise et non pas à la maison, mais dans l'entreprise. Et c'est comme ça que s'est développée l'idée du harcèlement moral au travail et non pas à domicile. Et ce harcèlement moral au travail, eh bien, il fallait le définir et il fallait proposer un certain nombre de mesures, à la fois préventives, mais aussi de sanctions, y compris de sanctions pénales, puisque évidemment les effets du harcèlement moral au travail peuvent aller jusqu'au suicide de la victime. Donc, des faits extrêmement graves, si on reprend ce que vient de dire Roland Coutenceau à l'instant. Donc, il se trouve que j'ai été le rapporteur, c'est-à-dire le rapporteur, c'est celui qui rédige, si vous voulez, évidemment, avec l'apport de tous les conseillers, qui rédige l'avis et qui le fait voter par l'assemblée plénière du Conseil. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'important dans l'avis que nous avons émis à ce moment-là? C'est-à-dire, l'avis, il date de 2001, hein, l'avis de 2001, parce il fallait le temps de la rédaction, etc., et puis aussi de la rencontre avec beaucoup d'organisations. Vous savez aussi que les organisations syndicales sont présentes au Conseil économique et social, comme d'ailleurs le sont les organisations patronales, et c'est très bien ainsi. Et donc, c'est tout un travail collectif qui a réussi à cet avis du harcèlement moral au travail. Alors, ce qu'il y avait d'important dans cet avis, c'est que justement, déjà dans l'avis, on parlait de harcèlement moral institutionnel. C'est écrit dans notre avis. Et on montre bien que le harcèlement moral au travail peut avoir des aspects purement interrelationnels, c'est-à-dire une personnalité perverse qui va faire souffrir un collègue ou un subalterne uniquement pour son plaisir de pervers. Ça, évidemment, ça peut exister, mais ce qui existe comme harcèlement au travail, ce sont des situations d'organisation perverse du travail. Je dis bien d'organisation pervertie du travail, parce que normalement, l'organisation du travail doit permettre au salarié, à l'employé, à l'ouvrier de s'exprimer dans son travail en étant bien à son travail. Et dès lors qu'il est mal à son travail, qu'il se sent rejeté, qu'il se sent critiqué, alors il y a une situation que l'on qualifie de harcèlement. Et par rapport à France Télécom, et quand j'ai déposé, on m'attendait plutôt que je parle des suicides au travail, puisque j'en avais parlé déjà, mais j'ai parlé évidemment du harcèlement moral au travail, et j'ai montré combien le fait de vouloir faire partir un sixième des salariés de l'entreprise, les chasser de l'entreprise, évidemment en leur faisant des propositions plus ou moins alléchantes, et je mets alléchant avec beaucoup de guillemets, et que s'ils ne partaient pas, comme l'avait dit le directeur général de l'époque, M. Lombard, eh bien, si on ne peut pas les faire partir par la porte, eh bien, ils partiront par la fenêtre. On ne peut pas mieux décrire une situation harcelante institutionnelle qu'à travers cette proposition, encore une fois, du PDG de l'entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été
pénalement sanctionné en tant que personne. L'entreprise, bien sûr, mais lui en tant que personne, parce qu'il a institutionnalisé du harcèlement dans son entreprise pour faire partir le sixième de ses employés. Voilà. Et évidemment, quand j'ai déposé et que j'ai expliqué ça, évidemment, les gens qui n'avaient pas lu l'avis du Conseil économique et social, eh bien, ils étaient surpris de ce que j'ai expliqué. Et évidemment, ça a intéressé le président du tribunal, la présidente du tribunal, le tribunal, et l'avocat de défense ne connaissait pas l'avis du Conseil économique et social. Alors, je dis bien qu'il ne connaissait pas cet avis, qui a été à l'origine de ce qu'on appelle la loi sur le harcèlement, qui en fait n'est pas une véritable loi au sens où c'est diverses mesures d'ordre social, c'est-à-dire c'est une loi qui est raccourcie dans sa rédaction, mais enfin c'est une loi quand même. Un avocat qui prétend défendre quelqu'un qui est poursuivi, qui est prévenu de harcèlement moral institutionnel et qui n'a pas lu l'avis du Conseil économique et social qui a donné naissance à cette loi, eh bien forcément que c'est un avocat qui, pour le moins, a mal préparé son travail. Et c'est pour ça que lorsque je suis sorti de ma déposition, il y a eu un arrêt des débats et que je me suis retrouvé face à lui dans les couloirs du tribunal et qu'il est venu vers moi. Et d'ailleurs, Patrick Ackerman était à mes côtés. On était en train d'évoquer ce qui s'était passé à ce moment-là. Et il était bon, je ne vais pas en dire plus. Je ne vais même pas en redire qui c'est écrit dans mon bouquin. C'est comme ça. Ceux qui veulent le savoir, ils pourront le lire, mais peu importe. Mais vous voyez qu'il était absolument. Il avait compris d'ailleurs qu'après ma déposition, ce serait très difficile pour lui de défendre son client. Donc Patrick Ackerman, aujourd'hui, vous disiez qu'à la suite du procès France Télécom, c'était comme un soulagement. Mais bien avant, est-ce que vous avez senti que vous aviez été écouté, entendu sur ces thématiques, sur le harcèlement, sur la souffrance au travail? Non, c'est bien le problème, parce qu'il a fallu un long cheminement pour. Vous savez, on est dans les années 2000, le début des années 2000. On passe d'un système. Et France Télécom a ceci de particulier, c'est que c'était une entreprise publique qui, à la fin des années 90, c'était une entreprise plutôt reconnue par le public, efficace, etc. Mais c'est une entreprise publique dans un marché qui est très concurrentiel, ouvert à la concurrence au niveau mondial. Et en France, il y a eu une résistance acharnée pendant quelques années, mais là, il y avait une volonté vraiment très importante du gouvernement français de privatiser cette entreprise-là pour la faire correspondre à une entreprise comme les autres au niveau international. Et là, pour muter cette entreprise vers une entreprise de type privé, il y a une équation quasiment impossible à régler, c'est que vous avez des gens qui sont des fonctionnaires et qu'on ne peut pas licencier, alors que les objectifs de l'entreprise, dès la fin des années 90, étaient de diviser par deux, de passer de 160 000 employés à 80 000 employés, avec un plan social très important qui n'était pas possible techniquement. Le deuxième aspect de la mutation demandée à France Télécom, c'est que c'est une entreprise de service public avec des gens formatés sur les services publics, et que là, il fallait maintenant faire une entreprise commerciale agressive, où les techniciens ne sont pas forcément les plus à même de faire tourner la boutique, mais c'est les commerciaux qui vont faire leur apparition. Et puis là, on arrive à une situation où on va revoir complètement l'attachement des salariés par rapport à l'entreprise sur qu'est-ce qu'on fait, on produit pourquoi, hein, qu'est-ce qu'on fait comme produit en tant que salarié de France Télécom. Et ça aussi, ça a été générateur de stress et de mal-être important. Enfin, j'explique un petit peu psychologiquement ce qui montait et qu'on avait du mal à comprendre, mais que les salariés fonctionnaires de France Télécom ont vécu ces années, ces 10 années jusqu'à 2007, 2006, 2007, hein, comme une descente aux enfers, c'est-à-dire quelque chose qui était très dur à vivre du point de vue de leur histoire et du point de vue aussi du fait qu'on voulait les pousser à aller dehors. Et je voulais simplement préciser aussi une chose sur les départs de l'entreprise. Dans les licenciements collectifs, il y a de l'argent qui est sur la table dans les entreprises privées. À France Télécom, il n'y a pas d'argent sur la table. C'est-à-dire que les gens partent
sans avenir, sans pouvoir rebondir dans le privé, avec aucune indemnisation digne de ce nom-là, et une situation où on retrouve maintenant, moi je vois, 10 ans après, 15 ans après, on suit quand même des gens, il y a des questions d'indemnisation qui se jouent, des gens qui sont à un niveau de pauvreté assez incroyable et qui ont, leur vie a été brisée, voilà. Et c'est pas une ou deux personnes, ce sont des milliers de personnes. Donc il y a bien un traumatisme dans cette entreprise-là, et bien une volonté je dirais perverse effectivement de la direction qui a été mise en place dans les années 2000 et 2005 avec Didier Lombard, une perversité qui a touché vraiment très très fortement des dizaines de milliers de personnes, et qui était comment dire, qui méritait effectivement un procès au pénal et qui méritait effectivement une condamnation à la hauteur de ce qui est quand même un délit. Donc là, on a gagné ce procès-là, en tout cas, il y a un appel, mais en tout cas pour l'instant, le procès est gagné. Et je crois quand même que la juge a suivi les plaidoiries de nos avocats et a reconnu l'atteinte majeure, en tout cas, c'était un interdit majeur qui a été franchi par la direction de France Télécom, et qu'elle les a condamnés au maximum des peines, y compris au niveau de peines de prison ferme qui ont été prononcées, ce qui est quand même rare pour une entreprise du CAC 40 avec des dirigeants qui, au départ, se montraient comme des patrons arrogants de ces entreprises géantes qui sont sur la scène mondiale et qui se situent au-dessus des lois. Voilà. Donc là, de ce point de vue-là, en tout cas, le procès a été quelque chose de très salvateur. Pour donner justement une caisse de résonance, Michel Debout, c'est vrai qu'avec la Covid-19, on a vu s'accélérer aussi Oui. une Et crise. c'est d'ailleurs une Beaucoup. situation qui est très préoccupante, c'est le développement de situations harcelantes dans beaucoup d'entreprises. Et puis, une nouvelle réalité de la souffrance au travail, c'est ce qu'on appelle maintenant l'épuisement au travail, hein, ou le burn-out, puisque on aime bien les expressions anglaises, mais épuisement au travail, ça dit bien ce que ça veut dire. Il faut des gens qui sont épuisés, qui ne peuvent plus continuer à travailler parce qu'il y a une surcharge à la fois mentale, il y a une surcharge émotionnelle, une surcharge d'engagement. Les gens qui sont épuisés, c'est pas des gens qui veulent rien faire, c'est au contraire des gens qui veulent bien faire, qui parfois veulent trop faire, et tellement ils font, parce qu'il y a une pression évidemment très forte qui est faite sur eux, au nom de la compétitivité, au nom de la productivité, enfin tous ces termes qu'on connaît bien, évidemment, à un moment donné, eh bien, ils lâchent. Et quand je dis ils lâchent, ils peuvent carrément tomber physiquement même. Et évidemment, ils peuvent tomber aussi psychologiquement et être incapables de poursuivre leur travail. Et donc, vous voyez bien que soit par le harcèlement, soit par le épuisement professionnel, et d'ailleurs, au niveau de ce qu'on appelle le télétravail maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes d'épuisement au télétravail qui sont en train de se développer. Donc, c'est deux maîtres mots qui décrivent un peu les risques au travail, les risques psychosociaux au travail. Et ce que je remarque, et ce que j'ai dénoncé, et ce que je continue à dénoncer, c'est que ces risques psychosociaux, encore une fois, liés au harcèlement, liés à l'épuisement ou liés au surstress dont vient de parler très bien Patrick Ackerman, tout cela, ce n'est pas reconnu en maladie professionnelle. Et pourquoi ce n'est pas reconnu en maladie professionnelle? Parce que, et il l'a dit de façon la plus éloquente possible, le MEDEF ne veut pas cette reconnaissance, et donc les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas voulu faire passer une nouvelle loi de reconnaissance en maladie professionnelle de toute cette souffrance psychologique liée à ces dérégulations de l'organisation du travail. Et moi, je plaide depuis des années, et l'action de Patrick Ackerman, évidemment, une action exemplaire, parce que l'essentiel, évidemment, c'est de sanctionner. Mais j'allais dire sanctionner, c'est malheureusement trop tard. C'est trop tard parce que cette souffrance, elle a pu conduire, et on l'a vu à France Télécom, mais on peut aussi le voir dans d'autres entreprises. Souvent, cette souffrance s'est traduite par des morts par suicide, ou en tout cas par des situations médicalement très altérées, très altérées.
Alors, je propose qu'il y ait une reconnaissance en maladie professionnelle, encore une fois, des effets psychiques, des situations harcelantes, de l'épuisement professionnel, du surstress, et que ça aura un effet préventif. Et je vais terminer par là. Pourquoi ça aura un effet préventif? Parce que lorsque, par exemple, un salarié euh, a des troubles, se sent pas bien, etc., il va voir son médecin. Et son médecin constate ses troubles, mais il va lui dire, eh bien, vous êtes anxieux, vous êtes déprimé, je vous fais un arrêt de travail et je vous déclare en assurance maladie, je vous déclare malade. Mais il ne le déclare pas en maladie professionnelle. Ce qui veut dire, un, c'est que l'assurance maladie globale qui va prendre en charge cette maladie liée au travail, donc, c'est l'ensemble des assurés sociaux qui vont la prendre en charge, alors que ce devrait être les entreprises qui la prennent en charge, comme les entreprises prennent en charge d'autres maladies professionnelles. Et puis deux, ça veut dire qu'elle ne sera pas repérée comme maladie professionnelle, et donc il n'y aura pas de prévention, puisque vous savez que les employeurs ont une obligation, je dis bien une obligation, de développer la prévention chaque fois qu'il y a des maladies professionnelles. Et donc, si on veut demain vraiment attaquer les questions à la source, il faut reconnaître tout cela en maladie professionnelle. Alors, on me dit, parce que évidemment, j'ai déjà défendu ces points de vue, et pas tout seul, hein, j'ai avec moi beaucoup d'organisations syndicales et puis aussi de spécialistes de ces questions. Je ne suis pas seul spécialiste de ces problèmes, heureusement d'ailleurs. Jean-Claude Delgene, par exemple, avec lequel je travaille souvent, on est sur cette façon de voir les choses, mais il faut qu'elle progresse. C'est comme ça qu'on aura, un, de la prévention, une obligation de prévention, et deux, on pourra accompagner tous les salariés qui souffrent de situations professionnelles difficiles. Merci beaucoup, Michel. Je voulais vraiment rebondir aussi sur la France et l'entreprise post-Covid. On voit qu'il y a beaucoup d'annonces de fermeture d'entreprises. Peut-être Patrick Ackerman ou Michel, vous souhaitez peut-être réagir. Comment justement soutenir les salariés? Je sais que c'est pas tous les mêmes cas, qu'on n'est pas dans des cas de harcèlement, mais on voit que de plus en plus de salariés se sentent un peu désœuvrés, peut-être un peu abandonnés, comme vous l'avez été au sein de France Télécom avec ces annonces. Il est vrai que les mesures économiques aussi deviennent de plus en plus présentes. Est-ce que, selon vous, Patrick Ackerman, Michel Debout, la Covid a révélé quelque chose aussi? Si je peux me permettre quelques mots, je pense qu'effectivement, la crise du Covid est un miroir, en tout cas, met vraiment en exergue la situation au niveau du monde du travail. Ce que France Télécom montre, c'est une évolution du travail qui a auparavant, il y a quelques années encore, avait des vertus, en tout cas, de structuration de l'individu, des familles, elle avait une valeur positive. Et puis, progressivement, le travail devient une souffrance, ce qui est un phénomène quand même relativement nouveau. Et puis surtout aussi, on assiste à une évolution entre le travail et le rapport, le lien entre le patron et le salarié. Et effectivement, ce lien s'est distendu ces dernières années. On voit le développement de la sous-traitance, le développement de situations comme les travailleurs de Uber. On a parlé d'ubérisation de la société française. Et là, on voit l'apparition du télétravail très massif pendant la crise du Covid, avec aussi le fait que maintenant des entreprises se disent qu'elles vont continuer sur cette lancée-là, malgré le fait que beaucoup de salariés ont très très mal vécu la situation de télétravail, d'être confiné chez soi avec ses enfants, avec une situation très compliquée à gérer, avec une perte d'avantages du travail collectif qui est le fait tout simplement de pouvoir discuter avec ses collègues, d'aller à la cantine, enfin, bref, de faire autre chose que simplement du travail. Donc, cette crise du Covid, effectivement, est importante. Moi, je vais, pour terminer sur une note qui sera quand même un peu pessimiste, c'est que France Télécom, on a gagné un procès grâce aux élus du personnel, les délégués du personnel, les délégués des CHSCT, les délégués des comités d'établissement, qui ont pu, parce qu'ils avaient des prérogatives juridiques, intervenir auprès de la justice, auprès des inspecteurs du travail. Et là, aujourd'hui, entre nous, il faut se le dire quand même que depuis
ordonnance Macron, depuis la fin des délégués du personnel et des CHSCT, le monde du travail a perdu des remparts énormes et on a beaucoup de mal aujourd'hui à remettre en selle, à avoir un sursaut sur ces questions-là pour essayer de redéfinir en tout cas ce que peut être le travail euh, pour un travail de qualité, en tout cas les, sur les années à venir. Donc là, au moment du procès, on a évoqué le fait au Sénat, par ailleurs, on a fait un colloque au Sénat pour poser ces questions-là et dire qu'il fallait un sursaut politique aujourd'hui pour reposer ces questions-là et puis sans doute aller vers une nouvelle loi, rêvons un peu, une nouvelle loi sur le travail qui permette en tout cas, au-delà des questions qu'a posées Michel Debout sur les questions de reconnaissance des maladies professionnelles, d'origine professionnelle, fondamentalement, il faut une démocratie sociale qui soit un vrai rempart sur les débordements et les dérives patronales aujourd'hui qu'on constate trop souvent. Voilà. Michel, rapidement. Oui, très rapidement, un mot seulement. Le travail, normalement, est émancipateur pour l'individu. Et le paradoxe, c'est qu'il devient source de mal-être pour l'individu. Et ça, c'est une question qui s'aggrave depuis une trentaine d'années. Et puis, il ne faudrait pas oublier que si le travail peut, peut atteindre l'intégrité psychique des personnes, il ne faut pas oublier la santé des chômeurs non plus. Parce que être au chômage, c'est aussi une violence qui est faite à l'individu et il faut reconnaître que rien n'est fait en termes de prévention. Et ça, depuis des années, rien n'est fait pour prévenir la santé de millions de chômeurs qui voient souvent leur santé se dégrader. Donc, vous voyez, il y a à la fois prévenir les risques psychosociaux au travail et puis ne pas oublier ceux qui n'ont pas de travail, qui sont licenciés ou qui ont des plans sociaux. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Michel, pour ces mots justes. Merci beaucoup, Patrick Ackerman, aussi pour votre intervention. J'espère que l'on se reverra très rapidement pour parler justement de la santé au travail autour des salariés. Et on espère que les politiques, la société aussi civile sera du côté aussi des salariés et des chômeurs pour soutenir leur bien-être. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on va on va passer à notre troisième session. Avec Madame Laurence Rossignol. Je vous remercie d'être présente. Bonjour. Alors, on ne vous entend pas, Madame la Ministre. Vous pouvez m'entendre, je n'avais pas mis mon micro. Voilà. Bonjour. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup de vous rendre disponible justement pour parler de la sortie du nouveau livre de Michel Debout qui a été écrit en collaboration avec Gérard Claveroulis, Journal incorrect d'un médecin légiste, Michel Debout, donc une édition de l'atelier et en collaboration avec la Fondation Jean Jaurès. Justement, nous allons parler du rôle non pas de Michel Debout, mais entre autres à travers son parcours, peut-être parler de la situation des femmes, de l'émancipation des femmes, de la violence faite aux femmes. Mais avant tout, je vais vous présenter Laurence Rossignol. Vous êtes ancienne ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Et justement, le droit des femmes traverse tout ce livre avec des chapitres très très importants sur soit l'émancipation, mais aussi l'IVG, le droit à l'IVG, l'avortement, et des procès aussi très retentissants sur les violences faites aux femmes, des violences qui sont de plus en plus sous-estimées ou de moins en moins, je ne sais pas vraiment, puisque nous avons une succession de procès très médiatiques, ou en tout cas de prise de parole des femmes. J'aimerais un peu avoir votre avis à vous deux, vous Michel, et vous aussi Laurence, sur ce sujet-là. Est-ce que la femme française s'émancipe de plus en plus ou pas? Michel ou moi ou Madame la ministre. Madame la ministre. Bonjour. Écoute, d'abord, je rendre hommage à Michel Debout et à son livre qui illustre bien les combats d'une vie et d'une vie politique, d'une vie d'engagement, d'une vie d'humaniste, socialiste, et sur un angle depuis un angle de vue qui n'est pas si commun que ça,
qui est celui d'un médecin. Les médecins, on en a quelques-uns à gauche, mais d'un médecin légiste. Alors pour beaucoup de gens, le médecin légiste, c'est la seule qu'on connaît, c'est Kay Scarpetta, l'héroïne des romans de Patricia Cornwell. Donc Michel Debout, c'est un peu la Kay Scarpetta de la gauche. Je plaisante, mais en réalité, ce que dit ce livre, outre des engagements de Michel Debout, c'est que tous ces combats sont liés. Voilà, que les combats les combats pour la dignité, que ce soit celle des salariés, que ce soit celle des femmes, c'est les combats des victimes, des victimes de la domination, du mauvais traitement à autrui, de l'abus de pouvoir des uns sur les autres. C'est à ça que Michel Debout a consacré sa vie politique et consacre toujours sa vie. Et c'est à la fois exceptionnel et passionnant. Voilà, je veux dire que c'est exceptionnel et passionnant parce que des livres pour raconter des engagements, on n'en manque pas en politique. Hein. Tout le monde pense que sa vie est utile à raconter. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, mais là, c'est vraiment un autre angle de vue. Et donc, effectivement, Michel Debout, il a été des combats des droits des femmes, et à l'époque où c'était vraiment pas mainstream, à l'époque où les droits des femmes, c'était pas tendance, où il n'y avait pas, tout le monde se repeignait pas tous les matins en féministe, et où ces questions et ces sujets étaient considérés comme étant des sujets hors de la sphère du champ politique. Parce que la première bataille qu'on a eu à mener, ça a d'abord été celle de faire entrer dans le champ de la politique, dans le champ des politiques publiques, dans le champ de l'action publique et d'action publique, les sujets liés aux droits des femmes qui étaient souvent considérés comme des sujets relevant de la vie privée. La vie privée, c'est les violences faites aux femmes pendant de nombreuses années. Et je sais bien que Michel Debout et moi, on peut témoigner de 2 siècles au moins. Mais on a tous les deux connu et vécu ces époques où on considérait que ce qui se passait derrière les portes des familles, des foyers, ne concernait pas la société, où le monde politique considérait qu'il était supposé s'occuper des grands destins fiscaux, économiques, les nationalisations, mais que tous ces sujets de l'intime n'étaient pas de son ressort. Et le premier bataille qu'on a mené avec d'autres grandes figures, hein, Yvette Roudy en particulier, qui a été la première femme ministre des droits des femmes, la première élue ministre des femmes, on a mené ce combat-là. Et il a fallu faire tomber le mur derrière lequel étaient protégées les violences faites aux femmes. Et ce mur-là n'avait qu'une fonction, c'était les rendre invisibles, les cacher pour qu'elles puissent continuer de se perpétuer. Et on a mené la bataille sur l'avortement, on a mené la bataille sur la criminalisation du viol. Et objectivement, pour revenir à la question que vous m'avez posée au début, bien sûr que les choses ont formidablement progressé. Formidablement. Il faut commencer par dire ça. Et elles se sont particulièrement accélérées au cours des 3 dernières années. Voilà. En fait, c'est assez terrible parce que plus efficace que l'action politique, il y a les événements et la manière dont des événements deviennent des symboles et deviennent des causes en eux-mêmes. Et Weinstein a fait plus pour la lutte contre les violences faites aux femmes que les manifestations du 8 mars et du 25 novembre dans lesquelles nous avons usé nos semelles pendant plusieurs décennies. De même, j'avais l'habitude de dire que Dominique Strauss-Kahn avait fait beaucoup plus, et à son corps défendant, si j'ose dire, pour la visibilité des violences sexuelles et des abus de pouvoir sexuel dans le monde politique et dans le monde du pouvoir, pas simplement le monde politique, que nous-mêmes, par nos actions. Alors, bien entendu, je ne vais pas plus relativiser notre action, parce que si ces événements ont pu prendre une portée aussi spectaculaire et aussi mobilisatrice, si MeToo a pu être ce qu'il a été, c'est parce qu'auparavant, dans des conditions beaucoup plus difficiles, nous avions
mener la bataille. Mais on a eu l'impression d'avoir travaillé pendant des années et de nous heurter à une espèce de mur de l'indifférence quand même, ou du mépris, ou de. Nous parlions de sujets mineurs pendant des années, quand nous parlions de ces sujets-là, qui sont traités dans le livre de Michel, alors un peu moins les sujets des salariés, parce que les salariés, le salariat, c'est l'identité même de la gauche. Donc les sujets sur les violences au travail étaient mieux traités. Mais pour tous les sujets relevant des violences faites aux femmes, on sentait très bien qu'on voulait faire rentrer des sujets mineurs dans des conversations qui étaient autrement plus importantes et intéressantes. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que tout ce qui a été semé pousse il y a un orage. Il y a un orage, et cet orage fait pousser à toute vitesse ce qui avait été patiemment semé pendant les années. Et donc, depuis MeToo, les choses ont basculé. Voilà, dans la compréhension collective, dans le traitement médiatique, dans la vigilance, dans le surmoi, dans la manière, dans les mots, dans le choix des mots pour les nommer. Les choses ont formidablement progressé. Alors, ce qui peut amener à vous poser la question que vous vous posiez, quand vous en avez marre que je parle, vous faites des petits signes et puis j'arrête. Parce que sinon. Non, mais Michel va réagir peut-être Michel peut réagir dès à présent, peut-être à un propos, ou comme vous voulez, la parole est libre, hein, elle circule, enfin, il n'y a pas de problème. Non, mais d'abord, merci Laurence pour tes propos. Mais au-delà, ça fait à peu près 40 ans que je m'intéresse à ces situations de violence faites aux femmes. Comme on disait, on parlait même à l'époque de femmes battues. Extraordinaire comme terme. Hein. Heureusement qu'on ne dit plus les choses comme ça, mais enfin, c'était le vocabulaire de l'époque. Et ce qui m'a toujours marqué, c'est la difficulté qu'avaient ces femmes à porter plainte. Et cette difficulté, il faudrait qu'on s'en préoccupe plus. Parce que bien sûr qu'il faut dénoncer, bien sûr qu'il faut les amener à porter plainte, mais il faut aussi comprendre pourquoi c'est parfois difficile pour une femme parfaitement lucide par ailleurs de sa situation, mais pourquoi c'est difficile, quels sont les freins à porter plainte. Lorsque une femme est violée par un prédateur dans la rue, elle n'hésite jamais à porter plainte, jamais. Quand elle est violée par son... Enfin, elle peut, en tout cas, dans mon expérience, elle peut le faire. Enfin, maintenant, je pense qu'elle n'hésite plus. Mais quand elle est violée par son propre conjoint, alors là, il y a des freins et il faut en comprendre la nature psychologique et relationnelle de ces freins. Parce que si on ne les comprend pas suffisamment, alors on va passer peut-être à côté de certaines actions qu'il faudrait mener pour pouvoir justement leur faciliter, j'allais dire, la tâche de la plainte. La plainte, elle n'est pas le début d'un processus. Elle est dans le processus, la plainte. Et ce processus, il commence au moment où la femme comprend qu'elle est dans une situation de domination inacceptable du conjoint, d'une domination inacceptable qui n'est pas forcément par les coups, mais qui est par les mots, par les comportements, par les interdits, par les interdictions, par l'isolement de la femme. Tout ça, ça fait partie. Et quels sont les freins à porter plainte? Et j'en resterai là, parce que j'ai essayé de le développer dans l'ouvrage. C'est que qui est le compagnon pour cette femme? Se plaindre du compagnon, c'est aussi, et souvent d'ailleurs, c'est ça que j'ai remarqué, c'est aussi se plaindre du père de ses enfants. Et le père d'un enfant, c'est pas n'importe qui, le père d'un enfant. C'est justement le père de ses enfants. Et donc, il y a une représentation de cette personne, à la fois comme celui qui est un violent, qui est un violeur, et en même temps, pour le coup, il faut le dire, et en même temps, le père de ses enfants. Et donc, le reconnaître comme violeur, c'est peut-être se dire que les enfants sont des enfants d'un violeur. Et est-ce qu'il n'y a pas là, pour la femme elle-même, dans ses relations humaines avec son conjoint, et son conjoint qui
qu'elle a parfois aimé des années plus tôt. Est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté psycho-relationnelle particulière et qui explique pourquoi c'est difficile cette démarche? Et je ne dis pas ça pour ne pas plaindre, ne pas s'en plaindre, mais je dis simplement pour justement permettre, et c'est pour ça que nous avions établi cette consultation il y a 40 ans, c'était une des premières consultations en France où nous avons reçu ces femmes, et d'ailleurs on ne le faisait pas seul, on recevait à la consultation de médecine légale, on faisait la constatation médico-légale qui permettait le dépôt de plainte, mais on travaillait aussi avec des associations, et notamment une association Stop Violence, et ensemble, on essayait de construire, mais avec l'intéressé. Vous voyez, il ne faut pas construire des réponses sans l'intéressé. Je pense que c'est de l'intéressé que vient la réponse, mais évidemment, il faut qu'elle soit dans une situation de confiance avec ceux qui la reçoivent, à ceux qui l'écoutent et avec ceux qui la conseillent. Et je crois que ces femmes-là ont particulièrement besoin de confiance parce que justement, le conjoint a trahi leur confiance. Être battu, être violé, être violenté par son conjoint, c'est trahir la confiance que la personne a fait à une autre personne. Et je préfère parler de deux personnes que de parler femme et homme. Ce sont deux personnes qui avaient un contrat de confiance et l'un l'a trahi. Et de quelle façon, de quelle malfaçon il l'a trahi. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans cette complexité de ces situations. Mais je souscris complètement, et je vais m'arrêter à ce qu'a dit Laurence, oui, on a changé de siècle, pas seulement parce qu'on est passé du 20e au 21e, mais on a changé de siècle, et depuis l'affaire MeToo, parce que le regard de la société, et il faut bien le dire, le regard de beaucoup d'hommes a changé. Et même s'il ne voulait pas toujours le changer, eh bien, il a bien fallu qu'il change. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que près de 49 ans après le procès de Bobigny, il y a encore des luttes à mener. Votre livre en parle, hein, justement, de ce procès de Bobigny. L'année prochaine, certainement, non, oui, dans un an, ça sera les 50 ans du procès de Bobigny avec Gisèle Halimi, figure de la gauche quand même. On parle d'elle pour entrer au Panthéon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, peut-être que je vais tout de suite dire un mot, et puis puis Laurence pourra reprendre, enfin pas reprendre la parole, pas reprendre ce que je dis, hein, encore que si elle le souhaite, mais Je voulais me faire plaisir avec cette question. on oublie. D'abord, ce procès a été un moment majeur pour la libération du droit. Je dis bien la libération du droit. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit essentiel. Comment peut-on imaginer que ce soit à quelqu'un d'autre que la femme de choisir si elle va donner la vie? C'est son droit, j'allais dire, fondamental en tant que femme, justement. Et si d'ailleurs, ce qui différencie les femmes des hommes, c'est que la femme donne la vie alors que l'homme, non, ne la donne pas, même si évidemment il y contribue, mais c'est pas lui qui donne la vie. Et donc c'est la femme qui doit. Et justement, l'homme qui vivait très mal cette situation où il lui manque un pouvoir, ce pouvoir de donner la vie, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'approprie la femme, et en s'appropriant la femme, il s'approprie du même coup la possibilité d'enfanter. Voilà. Et si, je crois, explique depuis la nuit des temps la volonté des hommes, alors là je parle des hommes au masculin, je ne parle pas de l'humanité, je parle des hommes au masculin, la volonté non pas de dominer les femmes, mais de s'approprier des femmes, ce qui n'est pas exactement la même chose. Parce qu'on peut tous dominer un autre, qu'on soit homme ou femme, il y a des femmes qui dominent, il y a des hommes qui dominent, etc. Il y a toutes les situations, mais l'appropriation, je crois que c'est spécifique dans la relation homme-masculin à femme. Voilà. Et donc, c'est à partir de ça qu'il faut comprendre que le droit à l'avortement est un droit essentiel. Ça commence par là. Et c'est pour ça aussi que les religions, et les trois religions principales, c'est-à-dire la catholique, la musulmane et la religion juive, condamnent l'avortement. Et ce sont, en tout cas dans leurs expressions les plus réactionnaires, et se sont dressés contre le droit à l'avortement. Moi, j'ai été quand même marqué par le discours du pape François, je dis bien François,
qui, par certains côtés et par certains de ses discours, peut paraître comme un catholique enfin, humaniste. Il a des paroles plutôt accueillantes pour les étrangers, pour les migrants, y compris pour les homosexuels. Mais là où il n'a rien lâché, c'est sur l'avortement. Vous savez qu'il y a quelques mois, dans un discours, place Saint-Pierre, quand il pouvait y avoir encore des discours en présence des, des pèlerins qui venaient l'écouter, il avait traité les médecins faisant des avortements de tueurs à gages, de tueurs à gages. Et pour bien montrer qu'il ne s'était pas trompé dans ses propos, il a fait reprendre par le public qui était là, 10 000 personnes, oui, tueurs à gages. Ils ont dit tout ça ensemble, tueurs à gages. Ça veut dire quoi, tueurs à gages? C'est un appel au meurtre des médecins qui pratiquent des interruptions de grossesse. C'est extrêmement grave. On dirait ça, quelqu'un d'autre aurait dit ça en parlant de je ne sais pas quel acteur social, eh bien certainement qu'on poursuivrait pour des propos haineux. Et moi j'attends toujours qu'on poursuive le pape pour des propos haineux. Et vous voyez, et ça, pourquoi je dis ça? C'est pas parce que j'ai une espèce de fixation contre la religion catholique, contre les autres religions, c'est parce que je crois que c'est au cœur, effectivement, de ce rapport masculin-féminin et que les religions se sont construites pour construire en même temps l'appropriation de la femme par l'homme. Et en plus du problème religieux, et je termine complètement, c'est l'article dit de la clause de conscience, et je sais que Laurence a mené un combat législatif là-dessus, et je pense qu'il faut le poursuivre. C'est inacceptable que le médecin puisse choisir de réaliser ou pas une interruption de grossesse, dès lors que l'interruption de grossesse est un droit des femmes et qu'il est souvent nécessaire au bien-être, c'est-à-dire à la santé de la femme. Les femmes, elles ne souhaitent pas avorter pour avorter, et elles souhaitent avorter dans des situations qui sont les leurs et qui font qu'elles ne peuvent pas envisager une nouvelle grossesse, un nouvel enfant, et à ce moment-là, c'est pour leur santé qu'il faut interrompre la grossesse. Et un médecin ne devrait pas avoir un droit spécifique à refuser une interruption de grossesse dès lors qu'elle est demandée par la femme et qu'il correspond à son bien-être et à son choix de santé et son choix personnel. Mmh. Laurence Rossignol, peut-être un mot sur le combat de Gisèle Halimi, qui reste toujours d'actualité selon vous? Oui, moi je suis signataire avec mon association, l'Assemblée des femmes, de la pétition qui demande que Gisèle Halimi entre au Panthéon. Gisèle Halimi, comment dire, comme disait Brassens, tout est bon chez elle, il n'y a rien à jeter. Elle a tout juste, tout bon sur tout. C'est-à-dire elle a été des luttes contre le colonialisme, elle a été des luttes contre le racisme, elle a été des luttes, une figure déterminante des luttes des femmes, le viol et l'avortement, qui sont les deux sujets majeurs, puisque, comme le disait très justement à cet instant Michel, c'est les deux outils de contrôle du corps des femmes, le viol et le refus du contrôle des naissances, l'interdiction du droit de disposer de son corps. C'est vraiment les deux piliers du patriarcat, de l'organisation du patriarcat. Elle a été du combat aussi contre la prostitution, qu'elle considérait être comme un esclavage, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais tombée dans le piège dans lequel d'autres féministes sont tombées de la prostitution, liberté individuelle, et on peut être, il y a même des prostituées heureuses et laisser les travailler. Elle n'est jamais tombée là-dedans. Donc, je disais, elle incarne une espèce d'idéal, à mes yeux, d'idéal d'engagement. Voilà, l'idéal d'un engagement, et avec aussi beaucoup de courage, parce que quand même pas aujourd'hui on parle de tout ça avec beaucoup d'aisance et et on sait que quand on en parle, on a autour de nous un écho qui est favorable quand on parle de ça. Mais il ne faut pas croire que c'était comme ça dans les années 70. Dans les années 70, c'était une sorcière, Gisèle Halimi. Voilà, elle était décrite et critiquée comme telle. Et je pense que c'est très important. En fait, donc moi, oui, j'ai signé la pétition pour la panthéonisation de Gisèle Halimi.
et la patrie aux grands hommes et grandes femmes reconnaissantes me paraît devoir être l'amendement du Panthéon. Mais je voulais juste, je partage absolument tout ce que vient de dire Michel Debout. J'insiste sur le fait que le travail qu'il décrit, qu'il raconte et qui a été le sien sur les questions de médecine légale. Alors non pas, bien sûr, il y a tout le volet auprès des morts, mais toute la médecine légale auprès des vivantes est très important. Parce que c'est la médecine légale qui permet d'objectiver des choses qui ne le sont pas. On a besoin de deux choses. On a besoin de statistiques sur les femmes, les violences qu'elles subissent, la visibilisation, et on a besoin d'objectiver les violences qu'elles subissent. Et l'expertise légale est indispensable dans toutes les procédures pénales. Et donc, c'est un maillon, c'est pas le maillon le mieux connu, mais c'est un maillon déterminant de la reconnaissance par la justice de ce que des femmes ont vécu et ont subi. Donc moi, dans ça, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est intéressant. La question des freins des freins sur les violences intrafamiliales, conjugales, est très importante. Je pense que ce qui caractérise quand même les violences sexuelles ou psychologiques ou physiques faites aux femmes, c'est que c'est un truc formidablement bien organisé. C'est que le patriarcat a su organiser à la fois le silence des femmes et l'impunité des auteurs. On a l'impression d'un très beau système. Alors je ne crois pas, je ne suis pas complotiste, hein, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un. Mais j'observe la cohérence et la force de ce système. Parce que les violences faites aux femmes, c'est quand même un des domaines particulièrement exposés à un phénomène très particulier, c'est qu'on arrive à faire croire aux victimes qu'elles sont coupables et responsables du fait qu'elles sont victimes. C'est-à-dire qu'on ne leur permet même pas de se reconnaître comme victimes, elles sont avant tout responsables de ce qui leur arrive. Les femmes victimes de violences à la maison, il y a toujours une explication. Vous vous rappelez pas de ces articles de presse qu'on a tellement combattus avec l'hashtag les mots tuent, par exemple, les articles de presse, le steak était trop cuit, il lui plante un couteau dans le ventre. Comme si le steak était la cause de la violence. Donc on arrive, les médias, la presse des faits divers raconte toujours les violences faites aux femmes, a longtemps raconté les violences faites aux femmes, d'abord sur un mode anecdotique, narratif, presque pour amuser le lecteur, parce que franchement c'est rigolo, le steak était trop cuit, et il lui plante un couteau, il lui plante son couteau dans le ventre. Il y a d'abord faut qu'on s'en amuse un petit peu, et puis surtout elle était quand même responsable puisque le steak était trop cuit. Et même chose pour les violences sexuelles. J'attire l'attention sur une formule de langue. On a longtemps dit, elle s'est faite violer. On dit pas une femme a été violée, on disait elle s'est fait violer. Et l'utilisation de la forme grammaticale réfléchie, je me lave les dents. Quand je me lave les dents, c'est moi qui tiens la brosse à dents et c'est moi qui bouge la brosse à dents pour me brosser les dents. Et donc, utiliser la même forme grammaticale pour parler du viol, c'est renvoyer la victime au rôle d'acteur de ce qui lui est arrivé. Et vous savez, quand vous allez dans un commissariat en disant je me suis fait voler mon ordinateur, personne ne vous demande ce que vous faisiez avec votre ordinateur à ce temps-là dans la rue, et un cartable très pas discret, hein, qui pouvait attirer l'œil du voleur. Alors qu'une femme qui vient d'expliquer qu'elle a été victime de violence, non seulement on va poser des questions qui vont lui faire douter, qui vont mettre un doute dans sa tête sur sa responsabilité dans ce qui lui arrive, et surtout, parce que c'est quand même, et c'est pour ça que c'est important la médecine légale dans la justice, c'est que surtout la justice a une approche des violences, de la parole des femmes, qui est l'approche de celle qu'on a. Il y a une présomption de mensonge. C'est-à-dire que toute la littérature, toutes les représentations des femmes sont que les femmes sont des menteuses, des manipulatrices, des menteuses et des manipulatrices. Donc, quand une femme vient dire, par exemple, je prends un exemple à côté, mon ex-mari, chez qui mon enfant va en week-end, en droit de visite d'hébergement, pratique des violences sexuelles sur mon enfant,
et donc il n'est plus possible, il ne veut plus aller chez son père, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? Quand une femme décrit des violences dont elle ou ses enfants ont été victimes, on ne les croit pas spontanément. On s'interroge sur les raisons cachées et perverses qui la conduisent à dire de telles choses. Donc il y a une présomption de mensonge qui pèse sur la parole des femmes, et il faut en permanence que les femmes devant la justice lèvent cette présomption et apportent la preuve de la vérité, ce qui n'existe dans rien d'autre. Dans rien d'autre. C'est les seules victimes qui sont traitées ainsi. Voilà ce que je voulais vraiment compléter. Et donc, dans les freins, il y a ça. Et puis aussi, ce que je trouve assez aussi notable, pardon, c'est que la violence, être une femme victime de violence, c'est un échec. C'est vécu comme un échec. Ce que disait tout à l'heure Michel sur l'action de la confiance, c'est une confiance qui est rompue, c'est deux personnes qui ont des confiance. Et puis surtout, c'est avoir échoué. Échoué à rendre un homme heureux, échoué à réussir son couple, échoué à avoir fondé la famille idéale, des représentations, des images d'Épinal. Donc, aller dire qu'on est victime, c'est dire qu'on a échoué dans ce qui a longtemps été proposé aux femmes comme étant leur projet de vie maximum, réussir leur famille, réussir leur couple. Et donc, c'est l'échec de ce vers quoi toute leur éducation a voulu les porter et les faire réussir. Et je pense que cette dimension-là, ce sont des déconstructions patientes de représentations et de stéréotypes, et qui impliquent bien entendu les femmes, ceux qui en parlent, les médias, les pouvoirs publics et les hommes qui vivent avec elles. Parce que, bien entendu, tous les hommes, quand on dit les hommes, les auteurs sont des hommes, oui, les auteurs des violences contre les femmes sont des hommes. Les hommes violent, on ne veut pas dire que tous les hommes sont des violeurs, mais ce sont les hommes qui violent néanmoins, dans l'immense majorité des cas. Et donc, il faut aussi nouer avec les hommes un autre dialogue et leur dire ils prennent leur part, ils ont leur part à prendre, non pas sur le registre de la culpabilité, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais dans le registre de la déconstruction. Et ils ont aussi beaucoup à y gagner, parce que je trouve que les représentations et stéréotypes qui pèsent sur les hommes sont aussi extrêmement pénibles et inhibants pour les garçons, et ne rendent pas les garçons heureux. Voilà, donc cette affaire-là est une affaire qui nous concerne les uns et les autres, parce que la différence entre, Michel bien ça, la différence entre un ouvrier, un salarié victime de son employeur et une femme victime de l'homme avec lequel elle vit, bah, c'est qu'en fait on vit ensemble. J'ai rarement vu le délégué CGT être amoureux du patron. Quand le délégué CGT décide d'engager une action avec le CHSCT, petite entreprise, et d'aller au pénal, ça ne lui fend pas le cœur de faire ça. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a une rupture amoureuse qui se fait dans son cœur. Pour les femmes, c'est autre chose. Parce que nous sommes destinés, pour beaucoup d'entre nous, à vivre ensemble et à y trouver du bonheur. Et donc, c'est le renoncement au bonheur aussi. Merci beaucoup, Laurence Rosinière. Michel Debout? Oui, simplement, juste un mot, parce que je partage évidemment ce qu'a dit Laurence, et je crois qu'elle a bien montré que ce n'est pas seulement un problème d'individu, ces questions. Bien sûr, ça se joue entre deux individus, mais c'est la société elle-même qui est questionnée, les représentations sociales qui se font, et c'est pour ça que c'est si important d'avoir un regard un peu distancié par rapport à tout ce qui se passe, et que le médecin légiste, et là, merci Laurence de l'avoir rappelé, a une fonction essentielle. D'ailleurs, quand le président de la République actuelle a fait tout un discours en disant que les violences faites aux femmes, c'était la grande affaire de son mandat, il a oublié, enfin je ne pense pas d'ailleurs que c'était un oubli, je pense que c'est une méconnaissance, il n'a pas cité les médecins légistes dans l'action qu'est la leur pour justement le processus de plainte, de reconnaissance de la femme victime, etc. Il n'a pas cité le médecin légiste. Et
pour terminer avec Gisèle Halimi, parce que je l'ai bien connue, évidemment, c'était une femme remarquable pour tous les combats qu'elle a menés, mais pour reprendre juste la loi sur l'interruption de grossesse que l'on nomme la loi Veil, bien sûr, Simone Veil a eu un rôle majeur, mais s'il n'y avait pas eu l'action de Simone de Beauvoir et de Gisèle Halimi avant Simone Veil, il n'y aurait pas eu de loi Veil. Et pour le moins, cette loi qu'on dit la loi Veil, on devrait pour le moins l'appeler loi Beauvoir-Halimi-Veil ou loi Halimi-Veil, ce qu'on veut, mais parce que en plus, et là, avec Laurence, évidemment, nous sommes tous les deux membres du Parti socialiste et depuis longtemps, on n'a pas attendu les derniers mois pour l'être, et bien sans le vote en 1974, sans le vote du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, donc un vote de gauche, sans ce vote-là, la loi Veil n'aurait jamais été votée. Donc on peut dire que c'est bien une loi de gauche et que le Parti socialiste avait su prendre ses responsabilités, bien que dans la minorité, il avait su prendre ses responsabilités parce que c'était l'intérêt général, et en l'occurrence l'intérêt des femmes, de toutes les femmes, qui primait sur des choix politiciens. Mhm. C'est vrai qu'on a très peu de temps, malheureusement. C'est vrai que j'aurais souhaité peut-être revenir sur ce chiffre des 146 femmes françaises qui ont été tuées par leur partenaire ou leur ex-partenaire l'année dernière. Sur le terme de féminicide, est-ce qu'on doit aussi prendre en compte la circonstance aggravante en cas de crime, hein. Là, on l'a vu au niveau dernièrement dans les chroniques judiciaires de cette femme qui a été brûlée jusqu'à la mort par son ex-compagnon, et pourtant elle s'était séparée, et pourtant elle avait prévenu la police, et pourtant il a été lui aussi soumis à une peine de prison bien avant qu'il finisse par la tuer et laissant voilà, ses enfants sans mère. Peut-être Oui, Vraiment, j'aimerais peut-être avoir votre avis sur ça, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il y a une véritable conscience aussi médiatique sur ce qui sort du fait divers, mais ce qui fait société surtout. bah, peut-être sur le féminicide, ce qu'il faut avoir en tête, bah, moi, sur le féminicide, j'ai pas adhéré tout de suite au mot féminicide pour les crimes conjugaux, pour les crimes de couple, parce que j'avais une représentation des féminicides qui était une représentation de crimes de masse. Voilà, il y avait quelque chose qui avait pour le génocide. Par exemple, pour moi, le féminicide type, qui est un événement qui n'est pas extrêmement connu, qui a eu lieu à Montréal, c'est l'assassinat de 20 étudiantes, je crois, du Polytechnicum de Montréal, il y a une vingtaine d'années, avec un homme qui rentre dans le lycée Polytechnique de Montréal et qui dit « Je hais les féministes » et qui tire et qui tue 20 jeunes étudiantes. Ça, pour moi, on est là dans la définition absolue du crime de masse de haine des femmes. Et je suis venue, bien entendu, assez vite à l'acception du mot féminicide pour désigner les crimes conjugaux ou d'ex-conjoints, en sachant que ça n'a pas de conséquences juridiques. C'est-à-dire que déjà, le crime sur conjoint est une circonstance aggravante. Donc, la circonstance aggravante, elle est déjà prévue dans le code pénal. Donc, le fait de nommer féminicide le meurtre de sa conjointe n'a pas de conséquences sur le quantum de la peine. En revanche, ça permet d'identifier et de nommer quelque chose qui a une dimension systémique, qui n'est pas simplement un accident du parcours de vie d'un individu qui vous savez, c'est comme l'affaire du loup solitaire, voilà, c'est pas la même chose sur le terrorisme. C'est pas un individu qui à un moment donné pète les plombs. C'est un crime qui est un crime systémique, qui est le paroxysme d'un continuum de violences faites aux femmes. Et je rappelle quand même que jusqu'à ce que l'on commence vraiment à lutter contre les violences conjugales, y compris par le code pénal, on appelait ça un crime passionnel. Les peines étaient très faibles, parce que le pauvre monsieur qui avait tué la dame, il l'avait tuée par amour.
et à un moment donné, et par amour, par souffrance amoureuse. Mais on parlait beaucoup plus de la souffrance amoureuse de l'auteur, qui avait été conduit jusqu'à ce geste extrême qu'il regrettait probablement beaucoup, que de la souffrance de la victime et de la souffrance vécue avant, parce qu'en général, il y a une souffrance avant, et de la souffrance de ses enfants. Donc la complaisance, elle allait davantage vers l'auteur parce que c'était un phénomène de société. Voilà, c'était inclus dans la société. Les crimes conjugaux étaient inclus dans la société et vendus comme étant un crime de l'amour. C'est pour ça que je fais juste une parenthèse, mais je fais souvent des interventions dans les établissements scolaires et j'interroge les jeunes, les lycéens, sur qu'est-ce que vous pensez de la jalousie. Parce que tout commence avec la jalousie. Tant qu'on explique aux jeunes que la jalousie est une preuve d'amour, l'homme ou la femme jalouse, le jaloux est jaloux par amour, on va justifier le droit de propriété qui peut s'exercer à un moment de manière violente, mais qui avant la violence s'exerce par des violences psychologiques diverses et d'enfermement. Et voilà. Et donc, il faut déconstruire les faux amis de l'amour. La jalousie est un faux ami de l'amour. Et que les jeunes, spontanément, ils disent « Oh, c'est trop mignon ». Les jeunes filles, elles disent « Oh, c'est trop mignon la jalousie, j'aime trop avoir un amoureux jaloux, ça prouve qu'il m'aime ». Non, ça prouve pas qu'il t'aime. Ça prouve simplement qu'il pense que tu es sa propriété. Voilà, et ça ne prouve pas qu'il t'aime. Donc, il y a tout un travail collectif à faire de déconstruction autour d'une vision de l'amour qui est une vision de domination et de propriété et qui permet aux jeunes filles de s'en émanciper et d'impulser, de créer des nouveaux rapports amoureux qui ne sont plus fondés sur le droit de propriété. Et vous savez, la majorité, les chiffres que vous donniez un instant sur les féminicides, c'est les chiffres de 2019 et pas ceux de 2020. En 2020, les chiffres ont baissé. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a la magie de Macron, de Schiappa et de Langrenel, il ne faut pas croire ça une seconde. Les chiffres ont baissé parce qu'avec le confinement, les femmes sont beaucoup moins parties. Elles ont beaucoup moins quitté le domicile conjugal, il y a eu moins de ruptures. Parce que un des éléments déclencheurs du féminicide, c'est le départ de la femme, c'est la rupture du couple. Et souvent, des hommes passent à l'acte meurtrier au moment où leur propriété leur échappe. Oui. C'est vraiment, comme on peut dire, la propriété, c'est le vol, mais la propriété, c'est aussi le viol. D'une certaine façon, c'est le droit de voler et le droit de violer. Voilà. Et on est au cœur là des questions qui sont à la fois des questions sociales et des questions de rapport humain entre les hommes et les femmes. C'est entre le viol, juste un mot pour poursuivre ce que dit Michel, entre le viol de guerre et le viol individuel, il n'y a pas de différence de nature. C'est la même chose. Et le viol est une arme pour réduire un peuple, pour réduire un ennemi. On viole ces femmes. On viole les femmes pour punir l'ennemi. Donc, on s'approprie le corps des femmes de l'ennemi. Il y a un transfert de propriété qui se fait et d'infertilité. Enfin bon, il y a plein de choses dedans, mais juste, je ne vais pas aller trop plus loin, mais juste dire que c'est tout ça participe du même phénomène, du même continuum. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Laurence Rossignol, pour ces propos. On a l'impression que la lutte continue, que les femmes ont besoin plus que jamais de sortir de ce récit aussi du fait divers. Michel Debout, vous le faites très bien aussi dans ce livre, et qu'elle a aussi besoin de l'appui de la société, d'une prise de conscience et du politique, naturellement, de par ces affaires judiciaires, de par votre regard. Je le rappelle, ce livre, Le journal incorrect d'un médecin légiste, vous l'avez écrit, c'est votre parcours, ce sont vos carnets. Je vous remercie beaucoup, Michel Debout, et puis vous aussi, Madame la Ministre, d'être venue en parler. Merci. Merci de notre invitation et merci. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.